3e épisode de notre chaîne YouTube. Parenthèse, merci de nous suivre, merci d'être là. On essaie de répondre à vos questions partout. Ça prend du temps, il y a beaucoup de questions sur toutes les plateformes. C'est très cool de vous suivre, je suis très content qu'on crée de l'intérêt comme ça. Aujourd'hui, j'ai décidé d'approfondir un peu le sujet de l'épisode 2 que je vous parlais, d'installer un subwoofer, entre parenthèses, sur radio d'origine. J'ai décidé de vous parler branchement des subwoofers, comment est-ce qu'on fait le dual 4, dual 2, venir en 1, finir en 2 ondes, finir en 4 ondes. À un moment donné, ça tombe mêlant. J'ai décidé de vous parler de certaines erreurs aussi que tout le monde fait, que moi-même je me fais encore pogner des fois quand que je tombe excité puis que je veux acheter le plus gros sub de la planète pour aucune raison. Donc, on passe ça. Yes. Donc, j'ai parlé dans l'intro d'acheter le plus gros sub de la planète pour aucune raison. Je me fais encore pogner, puis c'est quelque chose que j'entends souvent. Je veux acheter un 18 pouces, je veux acheter un 15 pouces, je veux 2 15 pouces, je veux mettre 4 15 dans ma valise de Civic. Oui, c'est cool, t'as genre beaucoup de gros subs, t'as des grosses patentes qui bougent, c'est très nice. Mais un sub a besoin d'une caisse adaptée. Si on n'a pas le volume d'air nécessaire à son bon fonctionnement, on met de l'argent dans les vidanges. Puis pire que ça, quelqu'un qui a un plus petit sub, exemple qu'on met un 18 puis qu'on le force dans une caisse qui a aucun rapport parce que ça rentre pas, quelqu'un qui a genre un 12 ou un 15 dans une bonne caisse bien calculée, adaptée à ses besoins, va jouer mieux, va souvent jouer plus fort, va répondre à tous nos besoins parce que on n'a pas juste voulu avoir un gros sub pour avoir un gros sub. Puis je vous dis, je me fais encore pogner là. Des fois je magasine un sub, je tombe excité, je veux ça, puis là je suis oh. Je calcule ma valise, ça rentre pas là. On fait notre deuil, puis si ça rentre pas, c'est tout. On mettra pas de l'argent dans les vidanges juste parce qu'on veut un gros sub. Donc, tout ça pour dire, si vous avez, exemple, 4 pieds cubes de valise à attribuer, on va regarder les options, on va regarder. Moi, personnellement, j'aime mieux runner un bon sub dans une bonne caisse que d'en runner 2. Je trouve que ça coûte plus cher, mais c'est ça, c'est vraiment une question de goût. 1 ou 2, ça change pas grand-chose. L'important, c'est vraiment de respecter le queuing, là, dans le fond, le volume d'air que les subs ont besoin. De ne pas aller trop gros pour rien dans une caisse trop petite. Ensuite, on a différents types de caisses. Les plus populaires, c'est sûr que c'est la caisse ventilée, on appelle les caisses portées. Les caisses portées, je vais en parler un petit peu plus tard, là, mais on va faire ça tout de suite. Les caisses portées, j'en ai déjà parlé dans une vidéo TikTok. C'est pas juste de faire un trou d'Olsa dans une caisse scellée. S'il vous plaît, là, les coups d'Olsa dans les caisses, on arrête ça. C'est pas fait pour ça. Ça joue mal. C'est de la merde. Ça va juste siffler. Oui, ça se peut que ça va jouer plus fort. Mais généralement, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que le vent de la caisse, le port, là, la ventilation, on va le dire dans 23 mots, là, c'est ce qui fait le tuning de la caisse. C'est ce qui fait que votre caisse va être capable de jouer low, va être capable de jouer plus haut, va être capable de faire un peu de tout. T'sais, si on fait juste un trou dedans, à haut ça, pas de tube, rien, généralement, on va se ramasser avec un tuning qui va être hyper haut. Donc oui, ça va jouer quand même fort dans les plus hautes fréquences, entre guillemets, pour un sub, mais ça, surtout qu'on va arriver dans des basses fréquences, le sub, il sera plus capable d'en faire. Fait que c'est un peu de la merde. C'est vraiment de scraper une caisse de faire ça. Le tuning, lui, qu'est-ce qui est important de savoir? Généralement, là, les caisses préfabriquées, ça va pas mal tout le temps tourner autour de 34 à 40 Hz. Le pourquoi, c'est que ça va nous donner le meilleur rendement. C'est ce qui va nous donner le plus de décibels, si on veut,
sans sacrifier la qualité de son. Ça va être capable de bien jouer de la musique, mais d'avoir un kick qui va être quand même assez fort. Si on veut sortir des gros scores sur le SPL Lab, puis avoir des grosses décibels, souvent on va aller tuner un petit peu plus haut. Mais plus on tune haut, moins que notre caisse est capable de jouer là. Fait que si on tune, exemple, à 40 Hz, après ça, en bas de 40 Hz, notre caisse là, elle commence à rusher pas mal. On devrait même pas aller jouer de la musique en bas de cette fréquence-là. C'est vraiment pas recommandé. Si on essaie de blaster de la musique bass boost, YouTube, 18 Hz, décaf et compagnie, là, on va juste claquer le sub. C'est la seule affaire qui va arriver. Moi, personnellement, dans les caisses, j'aime bien avoir une caisse portée, tunée très low. Tunée dans les entre 18 et 25, là, dépendamment des options que j'ai. Ça joue moins fort, mais ça joue égal, ça joue de tout. Puis j'aime ça quand ça joue low, quand ça joue pesant, quand que tout brasse dans le char, puis qu'on n'entend pas nécessairement la fréquence qui joue, mais que tout brasse. Moi, c'est plus quelque chose que je trouve drôle. Ensuite, on a la caisse scellée. Pourquoi qu'elle est moins populaire, la caisse scellée? Parce que elle joue moins fort. Mais elle est flat. Elle joue pas plus fort à une fréquence qu'à une autre. C'est vraiment égal. Côté qualité sonore, on va souvent aller dans des caisses scellées. C'est vraiment ce qui a la meilleure réponse sonore. Mais ça joue beaucoup moins fort. On va sauver de l'espace avec une caisse scellée. Généralement, là, on sauve très approximativement là, à peu près 50% de la grosseur de la caisse avec une caisse scellée. Fait que des fois, ça peut être une option. Si on veut absolument tel subwoofer, mais qu'on n'a pas l'espace, on peut le mettre dans une caisse scellée. Puis on va pouvoir avoir le fameux subwoofer qu'on a tant magasiné. Ensuite, il y a plein d'autres types de caisses. Il y a du 4e ordre, du 6e ordre, du bandpass. C'est pas des affaires qu'on voit souvent, mettons, dans comment je pourrais dire, dans ce qu'on installe là tous les jours. Là. Ça, c'est souvent des caisses qui sont faites pour de la compétition, qui sont faites par des gens qui savent déjà comment monter une caisse, qui sont pas en train d'écouter mes vidéos pour savoir comment monter une caisse. C'est très cool comme caisse, ça prend beaucoup de place, ça prend beaucoup de calcul. On ne rentrera pas là-dedans matin. Je dis pas qu'on n'ira pas un jour, là, mais un matin, on va se concentrer, comme disait Gigi, à l'essentiel. Côté caisse. Souvent d'origine, vous allez remarquer que les subwoofers, by the way, sont montés directement sur la plage arrière et qui n'ont pas de caisse. C'est ce qu'on appelle du Infinite Baffle. C'est pas tous les subs qui sont capables de faire ça. Donc, si vous remplacez votre... souvent c'est des 8 pouces là, sur le deck en arrière, par n'importe quel 8 pouces, ça se peut qu'ils n'aiment pas ça. Ça se peut qu'ils le fassent. Là. Souvent, les fabricants font juste pas le rater parce qu'ils veulent pas le garantir. Là. Mais souvent, ça prend des subs qui sont ratés Infinite Baffle. Il y en a pas beaucoup qui font ça. Donc, ça, c'est un concept qui est quand même très cool aussi. C'est que la valise vous sert de caisse de résonance. Mais généralement, il faut que la valise soit vraiment bien isolée pour faire ça. Ce qui est souvent pas le cas d'origine. Mais pour un 8 pouces, c'est correct là. Si on veut faire le même principe avec un 15 pouces ou un 18 pouces, c'est un autre dossier. Ensuite de ça, l'ampli, matcher l'ampli avec notre sub, là, ça j'en entends des histoires de règles de beau-frère, de faut que tu matches 2 fois la puissance de racine carrée divisée par le facteur humidex au Kuala Lumpur. Ton sub, là, il est raté pour prendre 1000 watts. Tant que ton ampli est autour de 1000 watts, là, je te dirais, chiffre rapide, là, entre 750 et 1200, c'est correct. Là. On va setter l'ampli soit pour son 750, soit à 1000. T'sais, on n'est pas obligé d'avoir un ampli de 2000 watts pour runner un sub à 1000. C'est quoi que j'entends souvent. Faut que ton ampli elle ait encore du lousse, puis ton ampli, là, elle n'a pas d'état d'âme.
Elle se couche pas le soir en se disant « Crise de change, j'avais du lousse, fatigué pas mal. » Elle donne ce qu'elle a donné. Si elle donne 1000, elle donne 1000. Si elle est underrate, puis que le fabricant dit qu'elle donne 1000, puis qu'elle donne genre 600 en réalité, puis que là, elle sort de la marde, elle sort du clipping, elle sort de la distorsion, c'est un autre dossier. C'est parce qu'on n'a pas la bonne ampli pour ce qu'on veut faire. Notre dossier sur le match d'ampli, le subwoofer, généralement, dans les véhicules, on va runner sur du 1 ohm, 2 ohms, 4 ohms. Ça va être important de matcher sub et ampli. T'sais, si on a un sub qui est en finale 2 ohms, puis qui a besoin de 1000 watts, mais si notre ampli qu'on a choisi, elle donne 1000 watts, mais à 2 ohms. Et si on a un subwoofer, je me souviens plus ce que j'ai dit. Hein. Si on a un subwoofer qui est final 1 ohm, puis qui a besoin de 1000 watts, puis que notre ampli c'est une 2 ohms minimum, puis qu'elle donne 1000 watts, si on plug ça à 1 ohm, certaines amplis vont le prendre, certaines vont le prendre, mais c'est à vos risques. Ça se peut que le signal soit dégueulasse, ça se peut qu'elle clippe, ça se peut qu'elle tombe en protection, ou ça se peut qu'elle pète carrément. Fait que ça, c'est vraiment à vos risques. Faut vraiment matcher. Les subwoofers, là, ça a l'air compliqué là, quand on parle de Dual 2, Dual 4, Dual 1, Dual 0.5. Je vais finir à tant de temps. On va résumer ça bien simple. Là. Il y a, règle générale, 2 types de subwoofers. Les single voice coil, ça c'est très simple. Single 2 ohms, ça donne 2 ohms. Single 4 ohms, ça donne 4 ohms. T'as juste un coil, ce qui est écrit dessus, c'est ce qu'il fait. On a du dual voice coil, qui est pas mal plus populaire, qui est généralement dual 2 ohms ou dual 4 ohms. Soit que les deux coils vont s'additionner, soit qu'ils vont se diviser. Donc, si je vous mets ça, exemple que j'ai une belle petite bête ici, okay, on voit il est marqué D4. Donc, c'est un dual 4 ohms. Soit que je mets les deux négatifs puis les deux positifs ensemble, ce qui va me donner 2 ohms. Donc, ils se divisent. Ou soit que je mets un négatif avec un positif l'autre bord, puis que je viens prendre mon positif négatif de chaque coil, qui va me donner 8 ohms. Même chose si notre sub est un dual 2. Si on additionne, si on prend nos deux positifs, nos deux négatifs, on tombe à 1. Si on prend un positif négatif chaque bord, on tombe à 4. Ça, c'est la seule façon de calculer ça. Là, c'est sûr que il y a eu du 4 coil, il y en a qui sont dual 0.5, mais il y a des sites web qui sont faits pour calculer ça. Si vous êtes plus sûr de comment brancher ça, vous êtes plus sûr du wiring que ça prend, à combien je vais tomber, moi j'aime bien le 12volt.com. On rentre combien de subs on a, c'est des dual 4, des dual 8, des dual 2. Ils vont nous donner toutes les options de branchement avec des schémas. On est sûr de ne pas se tromper. Quelqu'un qui est pas trop habitué, là, c'est vraiment bien fait. Donc, on match le sub avec l'ampli. On n'a pas les yeux plus grands que la panse sur le sub. On match ça avec la caisse. Ensuite, franchement, sub, c'est fait. La seule chose qui me reste à vous parler aujourd'hui, le système électrique. C'est un autre dossier qu'on a les yeux plus grands que la panse. Puis encore là, je me fais pogner moi aussi dans mon propre véhicule. Si on met un sub puis un ampli, là, on tombe excité. Puis là, moi, je veux un sub de 2000 watts RMS. Je mets un ampli de 2000 watts. Puis on plante ça sur le système électrique d'origine. Les grandes dans le hood d'origine. L'alternateur d'origine. La batterie d'origine. On va avoir beaucoup de difficultés à avoir notre 2000 watts si on est capable de l'avoir. Si on est capable de l'avoir, c'est parce que tu as vraiment un véhicule qui a un système électrique béton d'origine. Il y a beaucoup de vaisselle à mettre alentour avant d'arriver à des chiffres comme ça.
C'est là pourquoi souvent qu'il y a des gens qui vont acheter une grosse ampli, un gros sub, une belle boîte, là, quoi de bien tuné, bien fait, de la grosse argent qui a été mis là. Aucune vaisselle alentour, il va se faire clencher en compétition par quelqu'un qui a mis moitié moins d'argent, mais que son système électrique est solide. Parce que faire un système électrique, c'est à peu près l'étape qui coûte le moins cher. Première étape, ce qu'on appelle le Big Tree. Le condensateur, là, oubliez ça, là, les années 2000, c'est fini. À moins que vous ayez un 5-10 farad, ça peut valoir la peine, ça donne... Je pense que c'est plus question, quand on fait des setups qualité sonore, que ça peut donner une chance aux amplis. Quand on veut faire de la décibel, on veut faire du SPL, on veut que ça kick fort. Tu sais, les vidéos que vous m'envoyez, que vous me taguez tout le temps, là, des gars avec des Tao, des toits en minou que tout brasse, là. Ils en ont pas de condensateur, ces messieurs-là. On va vous dire ça, direct de même, là. Ils en ont pas de petites canisses, là. Ça, là, première étape, on fait toutes les grandes d'origine, on refait ça comme du monde en 0 gauge. Le système électrique d'origine, faut jamais oublier qu'il a été conçu pour faire runner les accessoires d'origine. Les grandes que vous avez dans le hood, parce que tu sais, là, dernier épisode, on a parlé, on passe un fil de la batterie jusqu'en arrière. Là, on est excité, on passe un 0 gauge, gros comme mon pouce. Ah, ça va être malade, il va passer du jus. Je fais mon ground au body. Mais la loupe, elle arrête pas là, là. Du body, faut que ça retourne à la batterie. Comment que ça fait pour retourner à la batterie? C'est avec les petits fils de ground d'origine, qui souvent c'est du fil tressé, pas gainé, qui est pourri, qui est souvent cassé parce que c'est jamais dans la marde. Ou c'est des petits fils 8 gauge. Quand on a un char solide, c'est sur le 4 gauge, mais c'est quand même rare. Souvent c'est du 8 gauge quand il est gainé, sinon c'est du fil tressé déjà pété. Fait que notre gros zéro là, mâle qu'on a passé dans nos sols, puis qu'on a sacré et refermé nos sols par-dessus, il est pas plus gros en réalité que le ground qui part du body et qui s'en va à batterie. T'es jamais plus fort que ton maillon le plus faible. Fait que ton petit 8 gauge là, qui s'en va à batterie, tes terminales sont pourris dans le verre de gris. Au final, c'est ça ton fil de courant. Fait qu'on enlève ça, on peut le laisser là. Mais on blind par-dessus en 0 gauge, tant qu'à le faire, on le fait une fois, on met du 0 gauge, puis on fait ground batterie au body, on fait moteur au body. Idéalement, si c'est possible, si c'est faisable dans la configuration, on fait moteur à la batterie. On fait le plus de ground possible, c'est jamais mauvais des grounds. Puis on peut faire aussi positif d'alternateur jusqu'au positif de batterie. Ça va donner une chance à l'alternateur qui mange déjà une plaque de récupérer un peu. Évidemment, on met une fuse entre le positif d'alternateur et le positif batterie, s'il vous plaît. Il y en a une d'origine, on la voit pas, mais là, on en remet une dans l'aftermarket. Donc, on refait tous nos grounds dans le hood. Tous les grounds sablés, graissés, des bons connecteurs, puis solides, là. On accote ça. C'est le mot impact, là, mais je veux pas que vous pensiez que je parle d'un impact à l'air. C'est un impact à batterie, à drill. Là. On accote ça solide. Là. Faut se pendre après puis que ça bouge pas. Là. Sablé, graissé, puis on utilise du fil de qualité. Dans le filage, on va y revenir dans une autre vidéo, mais on a du fil qu'on appelle OFC, Oxygen Free Copper, puis on a du CCA, du Copper Clad Aluminium. Le CCA, dans un hood au Québec, dans 2 ans, il est pourri, comme celui d'origine. C'est d'aluminium, dans la neige, dans le calcium, ça va pourrir. Vous allez recommencer. Si vous changez de char à tous les ans, c'est une chose. Mais, faut pas oublier que le CCA conduit moins bien l'électricité que le OFC. Excusez. Mais l'OFC doit être le double du prix à peu près en ce moment. Là. Ensuite. Bon, là, on a fait notre filage, on est blindé, on a des gros fils partout. C'est comme dans les vidéos YouTube. Là.
4 passes de fil, on est blindé, c'est parfait. Mais on a encore notre petite batterie d'origine qui est là, qui fait tous les hivers depuis 10 ans, qui a déjà de la misère à craquer, puis là on lui demande de craquer 2000 watts. Souvent, ce qui va être populaire, c'est de canceller la batterie en avant, l'amener dans la valise en arrière, puis là on a de l'espace pour se faire un racking, pour mettre une vraie grosse batterie. Ce qui vient de plus en plus populaire en ce moment, c'est le lithium. C'est pas donné comme batterie, mais ça pèse à rien et ça a un pouvoir incroyable. Ça a beaucoup plus de power que les batteries qu'on avait avant, mais c'est pas mal le double du prix. Mais au lieu d'une batterie de 90 livres, vous retrouvez qu'un bloc de batterie qui en pèse 15, 20. Des fois, ça peut faire une différence. Donc, peu importe le choix de batterie que vous faites, ayez des batteries adaptées à l'installation que vous avez. Il faut avoir le courant pour fournir notre amplificateur. Parce que c'est pas juste qu'on ne fera pas des gros scores, c'est qu'on peut endommager l'équipement. Si on manque de courant, c'est très dur sur l'amplificateur. S'il y en a qui ont le Protect Loose pas mal, qu'elle n'embarquera pas en protection. Si elle n'embarque pas en protection, elle va envoyer de la distorsion, elle va envoyer du clipping dans votre sub, c'est ça qui va péter votre sub. Fait qu'on risque de péter le sub, on risque de péter l'ampli, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait avant de tomber turbo excité sur un ampli puis un sub, puis planter ça là. Option qui est populaire souvent aussi, c'est de mettre une deuxième batterie. Chose à savoir, dans le meilleur des mondes de licorne, ça vous prend la même batterie exacte en avant puis en arrière. Si c'est pas possible, parce qu'à un moment donné, dans le hood, des fois tu es assez limité. Là. Si tu as un rack à batterie qui est gros de même, si tu remets une batterie grosse de même en arrière, ça va pas mettre 200$ dans la vidange, ça ne pas de grand chose. Ça vous prend un isolateur. Un isolateur, c'est quoi? En gros, c'est un gros relais heavy duty. Quand on met la clé on, ça snap, ça fait le contact entre les deux batteries pour que l'alternateur recharge la batterie dans l'arrière. On met la clé off, ça sépare les deux batteries. Pourquoi on veut faire ça? Parce qu'on veut éviter qu'une charge l'autre et que l'autre charge celle en avant, ainsi de suite, puis que là, le voltage descend tranquillement dans les deux, puis les deux crèvent. C'est pas quelque chose qui va se faire en 2 heures, là, mais sur le long terme, une essaie tout le temps de charger l'autre s'ils sont pas identiques, s'ils sont pas de technologie identique, puis même, je dirais, même modèle, même marque, même tout, même couleur, même senteur. Là. Ça peut user prématurément vos batteries. Un isolateur, là, ça coûte 100$. C'est rendu dans ce genre de setup-là, on n'est pas à 100$ près. Là. Donc, on a des batteries solides, nos grandes sont faites, notre ampli est acheté. C'est pas mal ce qui fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Choisir aussi, c'est sûr que tu sais, choisir le sub en conséquence du setup qu'on veut. Si on veut un setup qualité sonore, on va prendre certains types de subwoofers. Si on veut un setup plus faire du SPL, il y a certains types de subwoofers qui sont plus faits pour ça. Mais ça, c'est rare que les gens se trompent là-dedans. Ça fait pas mal le tour. Pour la deuxième batterie dans la valise. C'est le même principe que la fuse de la batterie en avant s'applique qu'en arrière dans la valise. Là. Ça vous prend une fuse avant la batterie, puis ça vous prend une fuse après la batterie. Parce que c'est la même chose que j'expliquais dans la vidéo d'avant. Votre batterie en avant, votre batterie en arrière, ça short ici. Oui, votre fuse en avant va péter. Mais de la batterie là, au short là, c'est le short qui va péter. Donc, ça prend une fuse avant et après la batterie. Idéalement, des fuses encore là de qualité. Quand on joue dans ces ampérages-là, faut pas qu'il y ait de lousse. Là. Le moindre petit lousse peut créer beaucoup de chaleur qui peut faire fondre des fuse box. J'en vois quand même souvent des gens arriver ici, mon sub marche plus. J'ouvre le hood, la fuse box est fondue parce que c'est une fuse box cheap. Ça fait pas mal le tour. Donc, comme d'habitude,
N'hésitez pas à liker cette vidéo-là, partagez-la. Dites-nous dans les commentaires s'il y a des choses que vous voulez que je parle dans les prochaines semaines. S'il y a des choses que vous voulez améliorer. Des questions, commentaires, insultes, gâtez-vous. Suivez-nous sur TikTok. C'est sûr que la plupart des gens qui m'écoutent ici m'ont écouté sur TikTok avant. Suivez-nous sur TikTok, suivez-nous sur YouTube. Facebook, on est un petit peu moins présent là-dessus, parce que tant qu'à moi, c'est une plateforme qui est en train de mourir un peu. Mais c'est un autre dossier. Donc, merci à tous, puis on se revoit la semaine prochaine avec un autre merveilleux sujet dans le monde du corps audio. Lâchez pas de me taguer sur des affaires aussi, là, des vidéos de gars d'SPL qui se font shaker à la barbe. Je trouve ça tout le temps incroyable, parce que moi, j'ai pas les moyens d'avoir ce genre de setup-là. C'est le plus proche que je peux avoir de ces setups-là, c'est de les regarder sur YouTube. Ciao! Merci tout le monde.